On dit bienvenue à tous les internautes qui nous suivent. Je crois qu'ils sont déjà une trentaine, donc on les remercie et bonne session. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. J'ai travaillé essentiellement dans cette ville, dans les hôpitaux et dans les pays africains. En particulier, je suis resté une dizaine d'années à Bamako et Bangui. Donc je suis infectiologue et tropicaliste. Alors on va ouvrir cette session et j'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Aurélie Muscat-Phillips qui va vous présenter un travail sur la promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents et adolescentes au Niger. Voilà. 10 minutes. Merci beaucoup, professeur Delmont. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Muscat-Phillips. Je suis référente technique en termes de santé sexuelle et reproductive pour l'ONG Soltis. Et du coup, je suis ravie de pouvoir vous parler du projet JADE, Jeunes et Adolescents en Santé, qui est un projet de promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes au Niger. Alors, je vais parler au nom de l'équipe de Soltis au Niger, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est en première ligne sur la mise en œuvre du projet. C'est un projet qui est mis en place en partenariat avec la division santé des adolescents et des jeunes du ministère de la Santé, avec l'organisation La Fiamatassa et avec l'ONG Équilibre et Population. Un projet qui est financé par l'Agence française de développement, la mairie de Paris, la Fondation de France et la Fondation Eurofin. Donc pour commencer, peut-être quelques mots sur le contexte que certains d'entre vous connaissent probablement. Au Niger, on trouve une population relativement jeune, puisque 70% de la population a moins de 25 ans. L'âge médian du mariage pour les jeunes filles est de 15,7 ans, avec 77% des moins de 18 ans qui sont déjà mariés. À cela, on ajoute une faible prévalence contraceptive, alors de façon générale, dans la population et encore plus spécifiquement chez les adolescentes et les jeunes. Donc tout ça conduit à des taux importants de grossesse précoce qui sont malheureusement associés à des taux importants de décès maternels. Et les adolescentes et les jeunes représentent 34% des décès maternels. En addition de cela, des connaissances qui sont limitées sur les moyens de prévention des IST, notamment du VIH, avec des taux de prévalence du VIH qui sont légèrement plus importants chez les jeunes qu'en population générale. Alors la faiblesse de ces indicateurs s'explique par différents facteurs, des facteurs liés aux déterminants socioculturels et à certains tabous autour de la sexualité des adolescents et des jeunes, des facteurs liés aux inégalités de genre, et puis des facteurs aussi plus structurels liés à la faiblesse du système de santé et à des difficultés à mettre en place des soins spécifiques pour les adolescents et les jeunes. Tout ça, c'est des données qui ont été confirmées dans le cadre du projet. On a mis en place une étude auprès de 841 adolescentes et jeunes qui ont confirmé cela. La plupart d'entre eux avaient des très faibles connaissances sur la SSR. Ils ne connaissaient pas les services et ils les fréquentaient peu. 3% d'entre eux avaient consulté un centre de santé pour des questions de SSR dans l'année qui avait précédé l'étude. Et les raisons invoquées étaient la méconnaissance de ces services, mais aussi la peur d'un mauvais accueil ou d'un manque de confidentialité. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place ce projet qui s'organise à Niamey, la capitale, et à Maradi, qui est la 3e ville du pays. Un projet qui a démarré en 2019 et qui va continuer jusqu'à 2022 et qui s'organise autour de 3 axes. Un axe communautaire de renforcement des capacités d'agir des adolescentes et des jeunes en matière de DSSR, un axe au niveau de structures de santé, de renforcement de l'offre de services spécifiques, et un axe de plaidoyer d'amélioration de l'environnement national. Donc ce dernier axe est porté par Équilibre et Population, et l'axe communautaire est mis en œuvre par l'organisation La Fiamatassa. Et donc Soltis, on intervient au niveau des structures de santé, en lien bien évidemment avec le ministère de la Santé et avec la division des jeunes et des adolescents, et avec les autorités de santé locales. Donc on intervient dans 9 structures de santé. Ce sont des centres de santé intégrés, donc plutôt en population générale, au niveau de soins de santé primaires, et des centres amis des jeunes qui sont spécifiquement dédiés aux adolescents et aux jeunes. Et donc notre intervention en termes
en termes de renforcement de cette offre de service, elle s'organise autour de différentes dimensions. D'abord, elle a été basée sur un diagnostic participatif. On a fait un état des lieux, on a fait un diagnostic participatif avec des ateliers, avec les autorités de santé, mais aussi les professionnels de santé de ces centres. Et on a également interrogé les adolescents et les jeunes eux-mêmes. Donc, on travaille sur différentes dimensions. Une première dimension d'organisation, d'appui à l'organisation et à l'amélioration des conditions matérielles. Donc toute une réflexion sur les circuits patients, sur par exemple les horaires d'ouverture des centres, puisqu'on sait que c'est très important quand il s'agit des jeunes et des adolescents. Si les centres sont ouverts pendant les temps scolaires, c'est compliqué pour eux de consulter. Une réflexion sur les protocoles. On a appuyé les structures dans la mise en place de protocoles qui étaient faiblement disponibles. On a apporté un appui en matériel médical, mais surtout pour améliorer l'environnement de soins. Et puis, on travaille avec les autorités de santé sur des outils d'éducation pour la santé qui sont spécifiquement adaptés au public jeune et adolescent. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on a un niveau de renforcement de compétences et là encore, en termes de prérequis, on a travaillé sur des ateliers avec les professionnels de santé, des ateliers qui ont été montés avec les autorités de santé, où on a d'abord échangé autour des représentations, des attitudes, des pratiques sur la question de la sexualité des jeunes et des adolescents, puisqu'on sait que les conflits de valeurs auxquels sont confrontés certains professionnels de santé représentent une barrière forte. Donc l'idée, c'était de pouvoir vraiment mettre en place des espaces de confiance et échanger assez ouvertement sur ces questions. Ensuite, on a mis en place des formations en salle qui sont plus classiques, donc sur les spécificités en SSR des publics adolescents et jeunes, mais aussi sur des questions comme la contraception, la prise en charge des violences basées sur le genre, les soins après avortement, les IST, etc. Et à la suite des formations, on met en place, toujours avec les autorités sanitaires, un tutorat technique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les professionnels de santé dans la mise en œuvre des acquis des formations. On a également travaillé à l'appui au système de référencement. Donc là, on se trouve en urbain. Donc le système de référencement pour des soins de santé secondaires sur des questions de santé maternelle était relativement fonctionnel. Par contre, sur certains services plus spécifiques et notamment la prise en charge des violences basées sur le genre, là, il y avait beaucoup plus de difficultés. Les structures de santé n'étaient pas très claires sur quels étaient les acteurs. Des fois, il y avait des acteurs multiples, donc des acteurs du système de santé, mais aussi des ONG, des organisations locales. Donc on les a appuyés là-dessus et puis surtout on a pu mettre en place des réunions intersites et des espaces d'échange entre différents niveaux pour pouvoir parler du circuit de référencement et de certains protocoles. On a mis en place un outil, un score de qualité. Soltis avait préparé une première proposition qui a été retravaillée avec les autorités de santé. L'idée n'étant pas de monitorer les performances vraiment du personnel, mais plutôt d'avoir une vision plus globale de la qualité, de pouvoir objectiver des améliorations. Donc c'est un outil qui s'est basé sur les normes de l'OMS en termes de qualité sur la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les spécificités, les normes spécifiques pour les services adaptés aux adolescents et aux jeunes. Du coup, il y avait 75 éléments à vérifier. Et ces éléments, ça pouvait aller de la disponibilité du matériel, la mise en place des protocoles d'hygiène, mais aussi sur les pratiques, le savoir-faire, mais aussi le savoir-être pour avoir une vision assez globale. Et du coup, ce score, il est mis en place tous les 6 mois par l'équipe en lien avec un représentant des autorités de santé. Donc ça, c'est les premiers résultats sur l'étude baseline. Donc ce qu'on a constaté, le système de référencement, j'en parlais un peu tout à l'heure, qui était relativement faible, et puis de grosses difficultés sur finalement le lien avec les adolescents et jeunes, qui fait partie, pouvoir impliquer les adolescents et les jeunes eux-mêmes, ça fait partie des recommandations de l'OMS. Les stratégies communautaires spécifiques sur ces publics-là, il y avait des difficultés particulières. Aussi des difficultés sur l'organisation générale. En dehors de ça, lors des premières visites, on a trouvé un niveau d'hygiène qui était plutôt
plutôt correct, le système d'information sanitaire qui fonctionnait bien. Et puis, on n'a pas forcément, nous, observé au début des difficultés sur la confidentialité et l'accueil. Alors, évidemment, avec le biais que des fois, quand les autorités sanitaires et l'organisation se présentent, des fois, il y a des efforts supplémentaires qui sont faits dans l'organisation des soins, mais on pense que c'est quand même assez fidèle à la réalité. Donc, on a eu un score baseline qui était de 52%. Et du coup, quelques résultats du projet. Alors, c'est un projet qui, clairement, a souffert un petit peu de la pandémie, puisqu'il y a beaucoup de formations qui ont été retardées. Néanmoins, on a déjà pu observer une augmentation du score de qualité, donc de 6%. Sur l'enquête baseline, on était à 52%, on cible 65%. Donc voilà, on a déjà fait une partie du chemin, avec des améliorations au niveau de l'organisation générale, de la disponibilité du matériel, de la formation et aussi du système de référencement, puisqu'on a pu mettre en place un cadre de référencement en lien avec les différents acteurs sur la question spécifique des violences basées sur le genre. Ce qui a été très intéressant avec la mise en place de cet outil, c'est qu'en fait, on s'est aperçu, on travaille avec donc 2 types de centres de santé, des centres plutôt en population générale et des centres spécifiques pour les adolescents et les jeunes. En fait, les forces et les faiblesses étaient différentes et on a pu assister à des échanges de pratiques assez intéressants en fonction des sujets. Voilà, il y a les CSI qui étaient peut-être plus performants, les centres amis des jeunes qui étaient plus à l'aise sur d'autres sujets, et donc il y a eu des partages de bonnes pratiques qui étaient assez importants. Et là, on réfléchit de façon plus globale au sein de l'organisation, puisque cet outil de score de qualité, on l'utilise de façon plus large. On réfléchit à la façon dont on pourrait intégrer dans ce score de qualité l'expérience patient et patiente, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Sur les perspectives et aussi les évolutions, alors la thématique des violences basées sur le genre, on l'avait identifiée, on sait qu'elle est importante, que les jeunes et les adolescents, ils sont aussi particulièrement vulnérables. Mais c'est vrai qu'on a accentué un peu plus dessus parce que c'est les constats qu'on a eus, c'était aussi les demandes des professionnels de santé au cours des formations. Donc les structures qui sont appuyées dans le cadre du projet ne font pas la prise en charge médicale des violences sexuelles, par exemple, ils réfèrent, mais c'est vrai qu'ils sont en première ligne, ils accueillent les personnes et ils fournissent un appui de première ligne et puis ils organisent le référencement. Donc on les a renforcés en ce sens et surtout on a essayé de créer des espaces d'échange avec les structures de référence avec lesquelles il y avait peu d'échanges jusqu'ici. Donc c'est quelque chose qu'on entend continuer. Et puis, on entend aussi renforcer vraiment les liens entre les adolescents et jeunes avec notre partenaire communautaire, la FIA Matassa, et avec les professionnels de santé, puisqu'on sait que c'est important d'impliquer les jeunes et les adolescents. Donc, on essaye d'organiser, ça a pris un petit peu de retard, on essaye d'organiser des visites où des représentants des jeunes et des adolescents se présentent dans les structures de santé pour construire un lien de confiance. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Parfait, merci pour avoir respecté le temps de 10 minutes. Alors, je vais avoir le plaisir d'inviter Hubert Balik, qui est médecin, qui a beaucoup travaillé pendant plusieurs décennies au Mali, que beaucoup d'entre vous connaissent, un homme de santé publique qui a initié dans ce pays les soins de santé communautaire et a travaillé à la faculté de médecine de Bamako. Voilà, Hubert, tu as la parole. Merci bien. Bon, mon intervention, c'est un plaidoyer. Je ne suis pas venu présenter des travaux scientifiques parce que c'est trop tôt. C'est un plaidoyer après 40 ans de travail en Afrique et 33 ans au Mali. J'apporte mon senti par rapport à un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant des années, la lutte contre la mortalité maternelle. Placé dans le renforcement des systèmes de santé, le développement des systèmes de santé, les deux étant indissociables. Est-ce que c'est le... Ça va venir. Ça va venir tout seul. Attends. C'est bon, ce que tu vois là, c'est ce qu'il voit là. Oui, d'accord. Mais ça vient tout seul. Oui. D'accord, ok. Il suffit que tu appuies sur le bouton avancer là. Ah oui, d'accord, ok. Celle-là. D'accord, ok, très bien. Donc, d'abord, la gravité de la mortalité maternelle et néonatale, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Je donne des chiffres de la Banque mondiale parce que les indicateurs de santé concernant la mortalité maternelle, pour moi, ne sont pas du tout fiables. Je donnais simplement un exemple. Au Mali, l'enquête EDS
donne un taux de mortalité de l'ordre de 357 pour 100 000 naissances vivantes. Mais je ne veux pas discuter ici de la méthodologie, mais elle n'est pas fiable. Et le taux est beaucoup plus élevé au Mali pour des raisons diverses. En tout cas, la Banque mondiale parle de 562 pour 100 000 naissances vivantes par an. Ce chiffre-là, pour moi, c'est un plancher, mais je l'accepte comme tel. Ça fait à peu près 4400 décès maternels par an. Et la mortalité maternelle, c'est l'un des plus grands scandales du monde d'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison pour que les femmes meurent en couche. Enfin, quelques-unes, bien sûr. En Suède, il y en a encore. Donc, quelques chiffres. Le risque de mourir au Mali, est de 3%. Donc, à chaque accouchement, une femme a un risque de 3% de mourir en accouchant. La mortalité maternelle, quant à elle, est encore de 32 pour 1000 naissances vivantes. Les fistules obstétricales, 2000 nouveaux cas. Bon, là aussi, les chiffres sont difficiles à percevoir parce que, mais enfin, c'est de cet ordre-là. Et une fistule obstétricale, c'est un drame dans la vie d'une femme. Le Sénégal, en matière de mortalité maternelle, est à 315 pour 100 000 naissances vivantes, toujours selon la Banque mondiale. Le Rwanda, 248. La France, 8, ce qui est encore trop élevé. Et un Baker-Masset, 4 ou même moins, suivant les indications que l'on a. Les principales causes, ce qu'il faut retenir, c'est la première, c'est l'hémorragie. Ça a été évoqué hier par le professeur Pontiès. L'hémorragie qui est la première cause de mortalité, les infections, les éclampsies, les dystocies, les avortements et d'autres causes multiples qui sont là. Alors, 3 facteurs dominants dans la mortalité maternelle. L'importance des délais d'acheminement, qui est liée à la distance, à l'état des pistes, aux moyens de transport, et puis aux facteurs culturels. Bon, chacun demandant à être développé. Deuxième facteur, l'insuffisance de la qualité des soins. Une maternité, c'est un mot, mais il faut voir ce qu'il y a dedans. Et en tout cas, je peux affirmer qu'au Mali, c'est pas avec 3 agents par centre de santé communautaire qu'on peut lutter contre la mortalité maternelle avec des matrones, etc. Ça a été le cas. Dans le passé, l'arrivée des matrones était une bonne chose. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de ressources humaines sur le marché du travail. On en a suffisamment pour aller beaucoup plus loin. Et bon, aujourd'hui, tout centre de santé au niveau d'une commune doit être médicalisé. Le Mali a montré à 30 ans d'expérience de médicalisation des centres de santé rural en milieu rural, dans un des pays les plus difficiles du monde. C'est pas simple d'y être. Les médecins y vont, à condition que, bien sûr, il y a toute une démarche à avoir. Donc, insuffisance de la qualité des soins, qui est le deuxième facteur, qualité humaine, l'accueil, etc., qualité médicale, et référence sur l'hôpital, parce qu'en matière de mortalité, il faut pouvoir évacuer. Si on n'a pas la possibilité d'évacuer, on n'aura pas les résultats escomptés. Troisième partie, l'obstacle financier au recours aux soins, qui est également un facteur déterminant de la mortalité maternelle et néonatale. Alors, je viens plaider pour une nouvelle stratégie nationale qui doit être affirmée au niveau national, c'est l'accouchement en maternité accrédité. Et non pas, alors là encore une fois, je mets mon expérience dans le jeu, j'ai travaillé pendant de très nombreuses années sur l'amélioration des conditions d'accouchement au village, avec des agents de santé communautaires, avec les accoucheurs traditionnels, etc. J'étais jeune, je me suis défoncé là-dedans. Résultat, impasse. C'est pas avec ça qu'on va faire lutter contre la mortalité maternelle. La preuve, c'est que cet indicateur évolue très très peu. Évolue très très peu par rapport aux autres indicateurs. La mortalité infantile a beaucoup plus vite a baissé. Mortalité maternelle, elle piétine dans des pays sahéliens. Donc l'accouchement en maternité accrédité. D'abord, donc trois éléments. L'accréditation des maternités, c'est le point 1. Si on n'a pas des maternités accréditées, c'est pas la peine d'y aller. Qualité des soins, qualité de la gestion. Les deux sont indissociables. En France, quand on parle de qualité d'accréditation, de certification, on ne parle pas de la gestion, on parle surtout de la qualité des soins. Là, il faut également accréditer la qualité de la gestion. Deuxièmement, la maison des mamans dont je vais vous parler, avec un slide, qui amène les mamans à être à côté de la maternité au moment de l'accouchement. Le deuxième aspect, c'est une mobilisation communautaire parce que ces maisons des mamans doivent être gérées par les associations de femmes de la commune. Et il faut qu'il y ait une prise en charge appropriée qui peut se faire parce que la femme arrive avant le début du travail. Troisième élément de la stratégie, la gratuité de la santé de la reproduction, que ce soit les accouchements
les enfants de moins de 5 ans, pour moi, il faut que pendant au moins 10 ans, on rende gratuit ce secteur-là pour changer la culture, la perception. Non, une femme, ça ne meurt pas en couche. Et pareil, un enfant, ça ne meurt pas un enfant. Hein, alors que quand on a vécu dans un contexte où on a passé son temps à enterrer des enfants et des femmes en couche, ça devient quelque chose presque à la limite de naturel. Et là, il faut lever la barrière financière. Alors l'accréditation, tout d'abord. L'accréditation, 3 aspects pour accréditer une structure, c'est-à-dire reconnaître sa capacité à remplir sa mission. Premier point très important, le premier, l'habilitation. Est-ce que la structure dispose des locaux, des équipements, des ressources humaines, de l'eau, de l'énergie et du système d'évacuation sanitaire pour pouvoir produire des soins? Si on n'a pas ça, il faut s'arrêter là. Mettons ça au point. Ensuite, on passe à l'accréditation proprement dite, qui concerne le respect des protocoles, des procédures, en matière de qualité humaine, de qualité technique et de gestion. Et puis ensuite, on peut distribuer des étoiles de performances diverses pour pouvoir maintenir une simulation interne au sein de la structure. L'habilitation, donc, c'est le respect des normes nationales et elle doit être faite par les médecins de district. Ça se fait au niveau local. L'accréditation proprement dite, il faut créer une agence nationale d'évaluation et d'accréditation en santé, qui va permettre de vérifier périodiquement que la structure est digne d'être accréditée par le respect des procédures et puis l'attribution d'étoiles. On aboutit à l'accréditation et encore une fois qui résulte d'un processus d'assurance qualité au sein de chaque structure et également reflète le respect de la gestion de la structure, parce qu'encore une fois, une structure où il n'y a pas de médicaments, c'est une structure qui n'est pas gérée. Il y a d'autres paramètres, on pourrait passer du temps à discuter aussi des questions de gestion d'un centre de santé. Je parle d'un centre de santé au Mali, qui sont des centres de santé communautaires, il y en a au moins 1400 au Mali, donc je parle de 1, mais il y en a 1400 dans ce pays. La maison des mamans, elle doit inviter pour accueillir toutes les femmes en grossesse avant le début du travail. On n'attend pas que le travail commence. Pendant 1 à 2 semaines, bon c'est difficile, on ne sait jamais quand est-ce que le travail a commencé, mais enfin, on peut espérer qu'une grande proportion pourra être là à temps. Pendant 1 à 2 semaines, le repos. Une femme, en fin de grossesse, elle se repose. Elle ne va pas au champ, elle ne va pas au puits, elle ne va pas chercher du bois. Elle se repose et on ne le fera jamais dans le village. En tout cas, ce sera très, très, très difficile. Par contre, si elle est là, elle pourra se reposer. Élément très important pour les petits pois, pour les prématurés, etc. Et puis, ensuite, une alimentation sera enrichie. On va essayer de la reconstituer si nécessaire. Un suivi médico-obstétrical, puisque le personnel médical est à côté. On va traiter les pathologies locales comme ça doit se faire, et on réfère les accouchements à risque. Deuxièmement, la proximité d'une maternité. La maison des mamans doit être à côté de la maternité. C'est pas géré du centre de santé, la maternité. C'est pas géré par le centre de santé. C'est une initiative des femmes, mais c'est à côté. Et la maison des mamans va transférer sur la maternité dès le début du travail. Et là, on pourra dépister les complications à ce moment-là, référer sur l'hôpital ou bien traiter celles qui peuvent être traitées sur place. Et cette maison des mamans doit être une concession modèle gérée par l'association des femmes. Lever la barrière financière, moi je fais une option, j'ai pas été toujours d'accord là-dessus, je pensais qu'il fallait, pour moi, allons-y, gratuité des soins, de santé et de la reproduction. Encore une fois, pas n'importe comment. Le coût moyen d'une naissance, au niveau national, j'entends, au niveau national, oui. Au niveau national, 40 000 francs CFA, ce qui fait 34 milliards de francs CFA pour toutes les naissances du Mali, et ça représenterait 9% des dépenses de santé, qui sont actuellement à peu près de 400 milliards de francs CFA, soit 4% du PIB, je parle du Mali. Je parle d'un pays parmi les plus pauvres du monde. Je ne parle pas d'un pays où il y a des ressources énormes. Bon, maintenant, il faut se mettre au boulot, mais on a un modèle économique qui peut fonctionner. Alors, dans le coût moyen d'une naissance, j'ai intégré l'ensemble des charges, y compris le transfert sur l'hôpital, l'intervention, etc. Alors, également, une possibilité, s'il y a des gens de Mauritanie qui s'est expérimenté là-bas, la mise en place d'un forfait de l'enfant, mais moi, je suis pour ma part qu'on mette en place une gratuité des soins. La mobilisation des femmes, elle est essentielle, parce que ça dépend de ça. En langue bambara, on a une métaphore qui est Moussokele, la guerre des femmes. Les hommes, autrefois, partaient au combat, il y en avait qui mouraient. Les femmes, quand elles vont à leur combat c'est l'accouchement, il y en a qui meurent. Ça fait partie de la vie, et le terme est tout à fait connu. Mais
Ce qui est important, c'est que pour chaque maman, lorsque sa fille entre en travail, elle est angoissée. Elle est angoissée, et c'est une angoisse. On ne dit rien. Comment on ne dit rien. Même dans sa tête, on ne veut même pas y penser. On est angoissé. Quand la maman est là, l'enfant est là, on se rassure. On essaie de mobiliser les femmes, en milieu populaire, hein, j'entends, dans les 80% de la population, sur des concepts qui ne les intéressent pas vraiment. Il faut les amener à s'intéresser à ces concepts, mais qui ne les intéressent pas vraiment. Et donc, par contre, lutter, elle, contre la mortalité maternelle, elle sait véritablement s'occuper de problèmes qui les concernent à chaque naissance, à chaque accouchement. La mort en couche est la première préoccupation de toutes les mères. Et la gestion des mamans doit être faite par l'association des femmes de la commune. Et également, il doit y avoir des déplacements qui doivent être prévus des femmes dans les villages pour inviter les femmes, pour les informer, les inviter à venir accoucher à la maternité avec un débat approprié. Une suggestion, c'est que chaque femme en âge d'avoir des enfants peut donner 1,2 kg par an, ce qui est rien. C'est symbolique pour qu'on sache qu'elle ait été concernée. Elle dit, moi, mon 1000, là, il est là-bas. Donc, il faut que j'y aille, et petit à petit, ça prendra avec le temps. Je sais que j'ai terminé mon temps. Et les conséquences, je terminerai là-dessus. Enfin, j'ai deux mots, excuse-moi, Jean, hein, deux mots de slides qui sont là. Les conséquences de la nouvelle stratégie, c'est-à-dire accréditation plus maison des mamans, plus lever la raison pour faire ça, la réduction des fistules obstétricales, c'est comme ça qu'on va les faire disparaître. Hein, c'est comme ça qu'on va les faire disparaître. L'accueil des mamans, lorsqu'un enfant est mis en observation, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pour l'accouchement, ça peut servir aussi lorsque l'enfant est malnutri, il vient au CRENI ou la structure qui est là. La promotion de la planification familiale, parce que le meilleur moment pour parler de l'accouchement, c'est quand la maman a son bébé dans les bras. Elle est heureuse, bien qu'elle dit, elle est heureuse, le mari est là, maintenant il faut s'occuper de l'enfant. Donc là, on est dans une vision positive, non pas de réduire. Ça, hier, je ne suis pas intervenu pour des raisons de temps. Pour les gens, ça ne les intéresse pas, les problèmes démographiques. Ça ne les intéresse pas. Par contre, protéger leur enfant, protéger la maman, oui, ça les intéresse. Il faut aller à l'espacement des naissances. C'est le meilleur moment, c'est quand la maman a le bébé dans les bras. On lui dit, ben voilà, grâce à Dieu, la maman est là, l'enfant est là. Le papa va dire, mais grâce à Dieu, maintenant, il faut sauver l'enfant. Mais bien sûr, il faut s'occuper de l'enfant. Donc, autre effet, la réduction de la mortalité maternelle, bien sûr, qui sera réelle. Et une des conséquences, c'est de renforcer la mobilisation des femmes, qui est essentielle. Et là, on va pouvoir parler de lutte contre l'excision. À ce moment-là, par des femmes mobilisées, non pas sur la lutte contre l'excision, mais sur la lutte contre la mortalité maternelle, et dans une relation de confiance vis-à-vis du personnel des agents de santé. Et puis, le retard de l'âge au mariage, parce que, bien évidemment, hein, et ça, c'est un véritable drame d'être appelé pour une femme qui est en train de crever, il n'y a pas d'autre mot, de 14 ans, une gamine de 14 ans qui est en train de crever parce que elle a un bébé qui est mal placé. Dernier slide, une première expérience est en cours. Elle est conduite dans le cercle de Douenza. Alors vous voyez sur la carte où ça se trouve. On est en plein Sahel, hein, dans la région de Mopti. C'est le Sahel avec des grandes distances, avec des populations transhumantes, etc. Les grandes distances et de l'insécurité. Hein, là, inutile de faire de dessin. Conan est juste à côté, hein, c'est un peu avant, hein, ça. Et il y a une ONG qui s'appelle Tisser la santé, qui est en train d'expérimenter une maison des mamans, qui a été créée, dirigée par le docteur Pierre Lamache, qui est parmi nous, hein, qui est là. Et vous avez un poster qui parle de ça. J'espère que, en tout cas personnellement, maintenant que je suis à la retraite, je regrette de ne pas pouvoir revenir quand j'avais 30 ans pour m'occuper de ça. Voilà, merci bien. Excusez-moi. Merci. Merci Hubert. Alors je vais donc inviter maintenant Sandrine Niotué pour nous parler de 4 ans d'expérience d'un service de santé reproductive au Cameroun et encore une longue route à parcourir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir donné la possibilité pour nous de partager notre expérience dans les SSR. Je suis le docteur Sandrine Niotué, je suis médecin généraliste et je travaille pour une association médicale appelée le CIRES. Le CIRES est le Centre international de recherche, d'enseignement et de soins.
Le CIRES travaille en zone tropicale en ce qui concerne la recherche et l'accent est mis sur l'amélioration de la qualité des soins qui est offert particulièrement aux populations en zone rurale. Loïc. Je crois que je vais commencer ça. J'arrive pas à fermer ça. Non, je voudrais brancher la mienne parce que ça serait plus facile. Ok, comme je le disais, le CIRES a mis sur pied le projet salle de consultation gynécologique dans la ville d'Akonolinga avec le concours de MEC, de la ville de Genève et d'Esther. Le projet est fonctionnel depuis mars 2017. Akonolinga est une ville qui est située dans le département d'Union et Fumu, dans la région du centre Cameroun. Elle est située à proximité de la capitale du pays, Yaoundé, et elle présente un intérêt épidémiologique car dans cette localité sévissent beaucoup de pathologies tropicales négligées comme l'ulcère de Burili. Le CIRES a choisi de s'intéresser aux problématiques de santé sexuelle et reproductive car, comme on l'a si bien expliqué durant les jours précédents, il y a une forte croissance démographique en zone subsaharienne et puis les problématiques de cancer du col de l'utérus et de pathologies tropicales négligées comme la schistosomiase génitale féminine sont un grand intérêt et il serait intéressant de mener des initiatives afin de fournir une offre de soins de qualité à des populations qui vivent dans les zones rurales du pays où les services de santé sont insuffisants en termes de personnel médical, de matériel et de ressources. C'est dans cette optique que le projet a été mis sur pied. Les activités ont été centrées sur les besoins des patients en santé sexuelle. L'offre était innovante en ce qui concerne la qualité des prestations proposées et les coûts qui ont été revus à la baisse afin de les rendre accessibles à toutes les couches de la population. Et tout cela a été fait en synergie avec les acteurs locaux du système de santé. Étaient donc proposées des prestations variées qui ont été dispensées en milieu intra-hospitalier et communautaire. Ont été pratiqués des dépistages du cancer du col de l'utérus, du conseil de la planification familiale, des dépistages pour la schistosomiase génitale féminine ainsi que pour les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Ces activités ont été introduites progressivement au fil des années durant nos 4 ans d'activité. Et le dépistage de la schistosomiase génitale ont été introduits tout récemment. Afin d'illustrer un peu ce qui a été fait durant notre travail, nous avons enregistré un nombre de 3275 consultations, ce qui représente 30% de la cible qu'on souhaitait atteindre, c'est-à-dire les 10 700 femmes en âge de procréer qui résident dans le district de santé d'Akonolinga. Et 70% de ces consultations étaient faites dans le cadre communautaire. En ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l'utérus, dès l'ouverture du service en mars 2017, la procédure utilisée consistait à effectuer une inspection visuelle du col à l'aide de l'acide acétique et du Lugol. Les femmes qui présentaient des lésions bénéficiaient d'une biopsie avec analyse histopathologique afin d'identifier la sévérité des lésions. Et après résultat, des traitements par thermoablation et résection à lente diathermique étaient effectués. En cas de cancer invasif avéré, les femmes étaient référées vers les structures adéquates pour la suite de la prise en charge. Le dépistage ciblait les femmes âgées entre 30 et 50 ans pour les femmes séronégatives et toutes femmes séropositives sexuellement actives ayant au plus 50 ans. Entre 2017 et 2019, nous avons réalisé un total de 554 dépistages du cancer du col de l'utérus avec un taux de positivité de 20%. Néanmoins, du fait de certaines contraintes locales, nous n'avons pu traiter que 35% de ces patientes. Nous avons enregistré un total de 65% de femmes perdues de vue.
Cela était essentiellement lié à la procédure qui incluait la biopsie dans le circuit de prise en charge. Vu que nous étions en zone rurale, nous étions obligés d'acheminer les prélèvements jusqu'à Yaoundé afin de les faire analyser, ce qui rallongeait le temps de prise en charge et certaines patientes n'ayant pas pu être prises en charge du fait de ces lenteurs. Cette procédure a été ajustée en 2020 avec l'introduction de l'autoprélèvement et du testing HPV. Ce sont les femmes porteuses d'un HPV à haut risque oncogène qui bénéficiaient de l'examen à l'acide acétique et au Lugol. De plus, la thermoablation pouvait être effectuée le même jour pour des femmes qui présentaient des lésions inférieures à 75% de la surface du col. Cela a permis de réduire le nombre de pertes de vue. Elles sont passées de 65 à 45%. Néanmoins, on remarque quand même que les femmes dépistées qui nécessitent une prise en charge et qui n'ont pas été traitées sont quand même encore en grande proportion. Cela est essentiellement lié au fait que dans cette zone rurale, nous ne disposions pas de l'énergie électrique en continu. Les tests HPV étant faits par le DINESPER, en cas de coupure électrique, nous étions obligés de renvoyer la femme et lui donner un rendez-vous pour venir chercher les résultats. Et vu que nous sommes dans une action préventive, les femmes ne voyaient pas vraiment la pertinence de revenir chercher les résultats pour un examen, pour une maladie dont elles ne ressentaient pas les symptômes. Ce qui explique que la majorité des femmes ne revenaient pas pour effectuer la totalité du suivi. Là, à l'image, on a voulu illustrer un peu les lésions observées à inspection du col à l'acide acétique et au Lugol et les résultats après application de la thermoablation et résection des lésions à l'anse diathermique. En ce qui concerne la contraception, nous avons reçu en consultation un total de 2820 femmes en âge de procréer et parmi elles, 1228 se sont vues administrer une méthode contraceptive. Seuls 13% de ces méthodes étaient des méthodes à longue durée d'action. Nous avions aussi une attention particulière en ce qui concerne le VIH. 1220 tests de dépistage du VIH ont été effectués avec un taux de positivité de 6,7%. Dans le district de santé d'Akono-Linga, 776 femmes vivant avec le VIH sont suivies dans les unités de prise en charge. Parmi elles, nous en avons reçu 32% pour une consultation gynécologique dans notre service. 29% d'entre elles ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus, surtout lorsqu'on sait que le VIH est un facteur de risque accru pour la pathologie. 6% d'entre elles ont été mises sous contraception. Comme je l'ai expliqué plus précédemment dans notre propos, le CIRES s'intéresse plus particulièrement aux maladies tropicales négligées, parmi lesquelles la schistosomie génitale féminine. Au Cameroun, où le réseau hydrique est très important, plusieurs régions présentent des prévalences très élevées pour la pathologie. Parmi elles, le district de santé de Bertois est une zone de forte endémicité pour la maladie. Depuis mars 2021, le CIRES, en partenariat avec Core NTD, a initié une recherche qui vise à faire un état des lieux en ce qui concerne cette pathologie dans la localité. Est proposé depuis 5 mois au sein d'une unité de prise en charge du VIH, un dépistage couplé de la schistosomie génitale féminine et du cancer du col de l'utérus par colposcopie via smartphone. À ce jour, un total de 249 dépistages ont été effectués avec un taux de positivité de 12% pour le cancer, les lésions précancéreuses du col et un taux de positivité de 52% pour la schistosomie génitale féminine. Là, en image, on a voulu illustrer des lésions de bilharziose génitale qui ont été prises par un smartphone. En résumé, nous pouvons dire qu'au bout de ces 4 années de travail, nous avons rencontré beaucoup de difficultés en ce qui concernait la sensibilisation et la mobilisation de la cible. Les femmes n'étaient pas très coopératives et adhéraient très peu aux problématiques de dépistage du cancer du col de l'utérus.
Et c'est de ce fait qu'on a observé beaucoup de difficultés dans le suivi correct des patientes. Néanmoins, les données présentées aujourd'hui montrent la pertinence et l'importance avérée des thématiques abordées par le programme. Et il serait nécessaire, dans de programmes futurs, d'essayer de condenser tous les services proposés, c'est-à-dire les dépistages et les traitements au cours de la même visite. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Noutoué. Je vais donc maintenant passer la parole au docteur Patrick Devavrin, que j'ai le plaisir d'accueillir, car il s'est investi dans un projet de santé communautaire avec le professeur Francis Klotz, que certains d'entre vous connaissent, dans la région de Tambacounda, et il va nous conter l'expérience de ce centre et particulièrement un nouveau développement qui concerne la mise en place d'équipes mobiles pour les accouchements, les maternités, suivi des maternités, les accouchements. Merci. Ici à droite, et pour revenir à gauche? Pour revenir à gauche, je pense que c'est ici. Oui, d'accord. Alors, ici, non, ça marche pas là. Alors, je vais faire avec ici. Ici, ça marche pas non plus. Jean-Marie. À moi qui est dessous. Attendez, on a quelqu'un. Là, ça circule. Voilà, attendez, là, je suis là à gauche, voilà. Et là, je vais à droite, c'est ça, là? Ouais, je crois que vous pouvez faire. C'est mieux ici, ça ne marche pas. C'est barre d'espace en fait. Alors, Barre d'espace pour passer. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, d'abord, merci pour votre invitation. Je me présente. Donc, je suis médecin psychiatre. Je suis le secrétaire général d'une association qui a été fondée par le professeur Klotz, qui s'appelle le CAICEDRA. Et je préside également une fondation qui s'appelle la Fondation pour une maternité sans risque. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui des équipes médicales mobiles au service de la santé rurale. Bon, alors, je suis toujours en difficulté. La barre d'espace. Voilà, très bien. Vous voyez ici donc une photo du centre médical que nous avons fait avec le professeur Klotz. C'est un centre qui est très équipé puisqu'il y a à la fois un cabinet de consultation médicale, un bloc opératoire d'ophtalmologie, une radio numérique, un laboratoire, une maternité. Et donc, ça a tout à fait l'allure d'un petit hôpital. Mais ce n'est pas l'objet principal de ce centre. L'objet principal de ce centre, c'est de projeter 2 équipes mobiles médicales dans 40 villages et dans un périmètre d'environ 50 km autour du centre. Et vous l'avez bien compris, ce centre dispose de moyens importants, mais de tels moyens ne peuvent pas être utilisés à l'échelle d'un pays comme le Sénégal. Nous avons donc voulu savoir ce que donnerait une équipe mobile greffée sur un simple poste de santé publique, et c'est cette expérience que nous allons vous raconter. L'endroit que nous avons choisi se trouve à 600 km de Dakar, dans une petite bourgade qui s'appelle Dawadi, et que vous pouvez voir représentée sur cette photo aérienne. C'est une bourgade de 1500 habitants. Et le poste de santé se trouve juste au bout de la flèche. Il est composé de 3 bâtiments comme celui-ci, un pour les consultations médicales, un pour la maternité et un pour le logement. Et ce poste de santé est tenu par un seul infirmier, je dis bien un seul infirmier, pour 10 000 habitants. Et il y a 2 ans, son salaire avait été baissé parce que la santé publique n'avait pas les moyens. Il était payé 40 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire 60 €. Il a été obligé de compléter. Alors, en dehors de l'infirmier, il y a une matrone et il y a un dépositaire pour vendre les médicaments.
Voilà le périmètre dans lequel nous avons choisi d'intervenir. Nous avons choisi une vingtaine de villages qui sont distants de 15 à 50 km. Et vous le savez peut-être, au-delà de 15 km d'un poste de santé, la moitié de la population ne s'y rend plus quand elle est malade. Donc elle a recours en général aux tradipraticiens ou aux féticheurs. Vous voyez là la liste de tous les villages. Donc les distances sont marquées, c'est entre environ 18 et 50 km. 50 km, je vous rappelle que c'est 6 ou 7 heures de charrette pour venir au poste de santé. Et les populations des villages sont entre 150 et 500 habitants. La composition de l'équipe mobile est très simple. C'est une sage-femme, un chauffeur et un véhicule d'Erster. Et nous avons dans les villages 20 agents de santé hommes, donc par village, issus du village, résidant au village, et avec également 20 agents de santé femmes qui sont des binômes, qu'on appelle des binômes. Vous voyez là la photo de la sage-femme devant le véhicule de l'équipe mobile. Vous voyez là le chauffeur qui vend les médicaments après la consultation de la sage-femme. Vous voyez là la case de santé qui est construite gratuitement par la population. C'est la condition pour que les équipes mobiles interviennent dans leur village. Il faut que la population offre une case de santé. Vous voyez là la salle d'attente qui est bien sûr rudimentaire. Et vous voyez là la sage-femme qui est en train de consulter. Elle consulte à la fois les femmes enceintes, les enfants, et elle consulte également des adultes pour des pathologies simples ou des pathologies chroniques. Et bien entendu, à partir d'un certain niveau de complexité, les patients sont référés au poste de santé. Vous voyez là l'agent de santé homme et l'agent de santé femme. Ce ne sont pas mari et femme, ils sont tout à fait indépendants. Alors l'agent de santé homme a un profil très précis, il doit savoir lire et écrire, il reçoit une petite formation d'une quinzaine de jours et il est capable, ce qui est fondamental et ce qui est une véritable, on peut dire, révolution depuis maintenant 5 à 6 ans, il est capable de faire le diagnostic par test rapide du paludisme et de traiter le paludisme. Il a le matériel qu'il faut dans sa case de santé. Il a également des selles de réhydratation pour les diarrhées infantiles et il fait de l'éducation sanitaire. La femme, elle qui est à côté, c'est très différent. Très souvent, elle ne sait pas lire et écrire, mais elle a le gros avantage que c'est une femme. Et donc, elle connaît les petits secrets du village. Elle a été choisie en général par le comité des femmes. Et c'est elle qui, en premier, peut faire remonter les informations quand il y a des grossesses cachées, des grossesses honteuses, qui sont celles qui sont les grossesses précoces, qui sont celles qui sont les plus à risque. Donc, c'est une sorte de haut-parleur de la communauté des femmes, si on peut dire, ou de courroie de transmission. Je voudrais dire aussi que quand vous avez affaire soit à des infirmiers ou des agents de santé jeunes qui ont 18-20 ans, qui sont des beaux garçons, ça n'incite pas forcément les maris à être complètement rassurés. Alors là, vous voyez la sage-femme qui est en train de superviser l'agent de santé et de vérifier le matériel dont il dispose. Ici, vous voyez l'agent de santé qui prépare le registre des consultations pour la sage-femme et qui organise la file d'attente. Les agents de santé hommes sont formés une fois par mois. Ils se rendent au poste de santé où là, ils reçoivent un enseignement spécifique et ils sont payés à cette occasion 7 500 francs CFA. La même chose pour les femmes binômes. Là, elles sont toutes réunies une fois par mois et elles reçoivent également un per diem de 7 500 francs CFA par mois. Alors, les résultats. Donc, la première enquête a été faite en juillet 2015. C'était le début de l'équipe mobile. Et ensuite, on a sondé 2 ans après, en juillet 2017. On a pris un échantillon de 208 femmes mères d'un enfant de moins de 2 ans, qui a été l'échantillon que nous avons construit. Il y a une équipe enquêtrice. Là, ce que j'ai appris, c'est que faire une enquête de ce niveau-là, ce n'est pas banal et il faut des spécialistes.
Et là, vous avez la sage-femme ici, alors avec la petite flèche, qui est la sage-femme qui fait les tournées d'équipe mobile. Vous avez le chauffeur, vous avez ici l'infirmier du poste de santé qui, lui, reste au poste de santé, mais qui est quand même concerné par l'étude. Et vous avez ici une sage-femme enquêtrice spécialisée qui est habilitée à faire les interrogatoires des femmes dans les villages, ce qui est un vrai métier. Alors, l'état des lieux au départ, on a voulu un peu voir d'où on partait. Et vous voyez que sur les 208 femmes en âge de reproduction, donc entre 14 et 45 ans, eh bien, il y en a une qui sait lire et écrire, qui a fait le primaire. Et 2 ans après, il y en a 15. C'est mieux, mais enfin, c'est quand même pas formidable. Et 2 ans après, il y en a 2 qui ont fait des études au collège. La provenance de l'eau de boisson, eh bien, nous sommes dans une région où tous les puits sont ouverts. Ce sont des puits artisanaux. Donc, évidemment, avec tous les problèmes de maladies hydriques que ça peut engendrer et de pollution. Les résultats donc, sont les suivants. Pour le suivi des grossesses, on est parti d'une situation où 37% des femmes n'avaient aucun suivi. 2 ans après, ce n'est plus que 5% qui ne sont pas suivis. On devrait normalement être à 0%, mais ces 5% s'expliquent parce qu'en fait, il y a une population migrante dans la zone et il y a des femmes qui ne sont pas là quand la sage-femme passe parce qu'elles sont parties avec leur famille faire leur périple migratoire. Le nombre de CPN par grossesse, évidemment, s'est amélioré. 3 CPN, on est passé de 11 à 33. 4 CPN, on est passé de 5 à 13. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Le lieu d'accouchement, alors ça, moi, ce que m'a dit le professeur Balik m'a énormément intéressé. Plus qu'intéressé, parce que je dois vous dire que quelques mois avant de venir ici, je me disais qu'il fallait faire des maisons de maman d'accueil pour que les femmes viennent accoucher en maternité. Et bien ça, c'est un échec de notre programme. 80% des femmes accouchent au village en 2015. En 2017, elles sont toujours 80% accouchées au village. Le nombre d'enfants ayant reçu un allaitement maternel exclusif, là, le progrès a été très important. On est passé de 25 à 68. La contraception a considérablement progressé. On est passé en 2015 de 15 femmes, en 2017 à 42, et au jour d'aujourd'hui, on est maintenant à 132. Le nombre d'enfants disposant d'un carnet de vaccination, on est passé, il y en avait 35 qui n'en avaient pas. Maintenant, ils ne sont plus que de 2%. Voilà une femme qui est très contente d'avoir son carnet de vaccination pour son enfant. Les enfants de 14 à 24 mois complètement vaccinés, on est passé de 31% à 66%. La mortalité infantile, alors là, je dois dire un peu notre succès. Je ne dirais pas qu'on l'a effondré, mais on l'a très fortement diminué. On est passé de 84 pour 1000 à 30 pour 1000. Je ne vais pas vous donner les raisons de cette diminution très forte, parce que ça prendrait un peu de temps et qu'on n'a pas le temps, mais si vous voulez, j'y répondrai. 30 pour 1000, c'est en dessous du taux national. Hein. Donc on est là avec une population très rurale, très enclavée, et on est en dessous du taux national. Le nombre d'enfants ayant un état civil, on est passé de 14 à 64. Bon, les thématiques d'éducation sanitaire, vous les connaissez. Que retenir? Une très bonne adhésion de la population. Le suivi des grossesses, plus 100%, l'allaitement maternel, plus 170%, les carnets de vaccination, etc. Donc, vous voyez, ça a très bien progressé. La mortalité infantile qui a beaucoup baissé. Les points faibles, la persistance d'un taux important d'accouchement à domicile, 80%. L'impact sur la malnutrition n'a pas été mesuré. Bon, ça, on aurait dû le faire, mais on ne l'a pas fait à l'époque. Et nous n'avons pas pu mesurer l'impact sur la mortalité maternelle. Alors ça, on n'en est pas responsable. C'est tout simplement parce que la cohorte est trop petite. Hein. Pour donner des chiffres qui aient du sens, il fallait avoir une cohorte plus importante. Ce que simplement je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas eu de mortalité maternelle pendant les 2 années de l'étude. Bon, et on a eu à peu près 230 accouchements. Bon, mais c'est pas suffisant pour donner des chiffres significatifs. Voilà, le budget d'une équipe mobile légère, c'est 15 000 € par an. Et ça inclut donc l'amortissement du véhicule, le salaire de la sage-femme, le salaire du chauffeur, les frais divers. 3 € par habitant et par an.
Ça vous paraît pas grand-chose, mais c'est beaucoup encore pour la santé publique, c'est trop encore. Conclusion, l'association d'une sage-femme mobile et d'un couple d'agents de santé dans chaque village est une réponse pertinente aux problèmes de santé des populations enclavées. Le coût de ce dispositif, 3 € par an et par habitant, devrait permettre de le diffuser plus largement. Mais ça reste très théorique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. J'appelle donc maintenant Solange Ametier, qui va nous parler de la gestion des violences basées sur le genre lors de la riposte au Covid-19 dans le Grand Abidjan de mars 2020 à mai 2021. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président de séance, bonjour chers participants. Je tiens à dire merci avant tout propos à Dr Mileri et à Monsieur Jean Ré et à toute l'équipe de professeur Beignet de l'Institut national de l'hygiène publique d'Abidjan et à mes collaborateurs. Je suis donc Dr Ametier, médecin généraliste, directrice du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH, qui est logé au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Alors, comment je fais? C'est ici, comme on a dit. Ici? Ouais, allez-y. Voilà. Donc, je vais passer sur le plan. En introduction, donc, la Côte d'Ivoire est un pays qui a une population de plus de 25 millions d'habitants, avec une moyenne d'âge de 20,7 ans, un indice synthétique de fécondité à 4,6 et une population urbaine estimée à 54,2% depuis l'enquête démographique de 2015. L'espérance de vie à la naissance est de 58,7 ans et le budget alloué à la santé représente 5,9%. Alors, à l'occasion de la pandémie de la COVID-19, des travailleurs sociaux ont été mis à la disposition du ministère de la Santé à travers le Centre des opérations d'urgence de santé publique, le COUSP. L'objectif de cette collaboration était de renforcer les équipes d'intervention rapide chargées de la gestion des cas et du suivi des contacts auprès du COUSP au sein de l'INHP, des districts sanitaires, des centres d'accueil et de dépistage. Elle a donc été initiée dans le but d'assurer une bonne adhésion des populations aux implications sanitaires liées aux mesures sociales de santé publique. Excusez-moi, cette collaboration multisectorielle, initiée dans le but d'assurer une bonne adhésion des populations aux implications sanitaires liées aux mesures sociales de santé publique, a-t-elle fourni des résultats dans le suivi des contacts et de la prise en charge psychosociale des sujets affectés par la COVID-19? Ici. C'est ça, vous êtes où là? C'est là? Oui, c'est là. Bon, voilà, il faut appuyer sur la fiche là, pour passer. D'accord. OK. Alors, en introduction, le 11 mars 2020, il y a eu la confirmation du premier cas en Côte d'Ivoire. Le 22 mars 2020, un plan de riposte Covid a été mis en place qui est évalué à 96 milliards de francs. Le 22 mars 2020, un état d'urgence sanitaire a été instauré avec un couvre-feu de 21h à 5h du matin et un confinement urbain qui a pris fin le 15 juillet 2020. Le 9 avril 2020, des instructions ont été prises et ainsi il y avait l'obligation du port de masque, le confinement obligatoire à domicile des personnes vulnérables, le télétravail et la réduction du nombre de passagers dans les transports en commun. Ainsi, au 30 septembre 2021, 60 253 cas ont été notifiés avec 624 décès et 1634 cas actifs. Le matériel et la méthode. Le modèle d'intervention choisi par le ministère de la Femme. Donc, une coordination a été mise en place par le ministère de la Femme qui était chargé de gérer les cas et les contacts Covid et les cas de violence basés sur le genre. Et cette coordination travaillait avec les différentes structures qui sont représentées ici, les complexes socio-éducatifs et les structures sanitaires, les travailleurs sociaux au niveau des bourses de dépistage du Covid-19, les travailleurs sociaux étaient affectés dans les districts sanitaires et au niveau des comités sectoriels et des ONG
issus des plateformes OEV et VBG. Alors, au niveau de la coordination qui a été mise en place par le ministère, était chargée de l'élaboration des procédures opérationnelles standards, des outils de collecte, des supports de communication, d'assurer l'appui logistique, de former les membres de la plateforme OEV et de la plateforme VBG, d'assister et d'accompagner les cas et les contacts. Le pool 1, donc appelé gestion des cas et suivi des contacts, était chargé de l'accompagnement des cas et des contacts présentant un état de vulnérabilité, d'accompagner les équipes médicales lors de l'annonce des résultats, de faire l'accompagnement psychosocial, de traiter les cas de VBG. Le pool 2 était chargé de la prévention de la surveillance communautaire et à ce titre était chargé du référencement des cas de stigmatisation et des VBG vers les centres sociaux, de faire le référencement des cas suspects vers les centres de santé et les boxes d'accueil, de faire la promotion des mesures barrières et de prévenir la stigmatisation et les cas de VBG. Le pool 3 était chargé de l'accueil, de l'animation des centres de dépistage COVID-19, de l'écoute et du référencement. Il s'agit d'une enquête descriptive transversale qui a eu lieu de mars 2020 à mai 2021 dans les régions sanitaires d'Abidjan et de ses environs. Il s'agit d'une analyse documentaire des rapports d'activité et réunions de la coordination. Les résultats. Le nombre de VBG notifiés de mars 2020 au 31 mai 2020 à Abidjan, 58 cas de viol, 7 cas d'agression sexuelle, 177 cas d'agression physique, 125 cas de violence psychologique émotionnelle, 7 cas de mariage forcé et 35 cas de maltraitance. Les diagrammes présents nous présentent la répartition des VBG par sexe. Et nous remarquons que les femmes sont celles qui subissent le plus de violences et les principales violences sont les agressions physiques et les violences psychologiques. Par tranche d'âge, nous remarquons que c'est les plus de 18 ans qui subissent le plus de violences et c'est surtout les agressions physiques et les violences psychologiques. Ce deuxième tableau, l'épicentre de la maladie était à Cocody-Bingerville et à Trècheville-Marcory, avec 217 cas de cas Covid, mais nous remarquons que le nombre de VBG était seulement à 23 cas. Par contre, à Adjamé-Platé-Atekoubé, qui ne fait pas partie de l'épicentre, nous avons pu enregistrer 48 cas de VBG et à Bobo-Est et à Bobo-Ouest, 229 cas de VBG. Les VBG ont été plus notifiés au niveau en dehors de l'épicentre de la COVID-19. Ce troisième tableau, qui vient confirmer un peu les données de l'autre diagramme, voyons qu'à Adjamé-Atekoubé, les violences ont augmenté toujours en dehors de l'épicentre. À Adjamé-Plateau-Atekoubé de 46, on passe à 48 cas de VBG. À Bobo-Ouest et à Bobo-Est, de 101, on passe à 229 cas. Et à Trècheville-Marcory, de 18, sont passés à 48 cas. Ainsi, de janvier 2019 à février 2020, 333 cas de VBG ont été enregistrés dans le Grand Abidjan. De mars 2020 à mai 2021, 409 cas de VBG ont été notifiés par les travailleurs sociaux, soit une hausse de 76 cas. Ici, cette carte nous montre un peu, matérialise un peu les chiffres que nous avons montrés tout à l'heure. Des bonnes pratiques ont pu être répertoriées. Ainsi, l'implication des travailleurs sociaux dans la gestion et le suivi des contacts a permis de prévenir et de pallier les cas de stigmatisation et de violences basées sur le genre, de faciliter la mise en quarantaine et la prise en charge des cas et contacts difficiles, de contribuer à l'acceptation de la maladie à COVID-19 pour les cas présentant des signes d'anxiété, de déni et de stress. L'information sur la COVID-19, les mesures de prévention et de traitement ont contribué à l'acceptation du résultat du test de dépistage par les usagers et leur orientation pour une meilleure prise en charge. Le maintien de la communication avec les cas confirmés et leurs contacts a contribué à une bonne prise en charge psychosociale et médicale. Quelques recommandations. Il faut assurer une synergie d'action entre les acteurs des plateformes VBG et des plateformes OEV.
Améliorer la coordination des interventions entre les secteurs de la santé et les services sociaux. Formaliser la collaboration multisectorielle dans la gestion des urgences avec le Centre des opérations d'urgence de santé publique. En conclusion, la pandémie à Covid-19 a été marquée par une augmentation des cas de violence dont la prise en charge adéquate par les différents acteurs du secteur social a permis d'en limiter les conséquences. Cette pandémie a montré le rôle essentiel du travailleur social dans la gestion des crises sanitaires et des catastrophes naturelles. Toutefois, cette approche holistique dans la gestion des cas durant cette crise sanitaire devra être mieux formalisée pour un résultat optimal dans la durée. Merci pour votre aimable attention. Merci, madame. Je vais donc appeler pour la dernière communication monsieur Charles Halimi, Jean-Charles Halimi, qui remplace monsieur Gilles Carsanti. La communication s'intitule « Prise en charge des fistules obstétricales au Burkina Faso de 2010 à 2018, un exemple de partenariat franco-burkinabé ». La souris. Bonjour, je trouve la souris. Je me présente, je suis docteur Jean-Charles Halimi, urologue. Avec Gilles Carsanti, nous nous sommes intéressés aux fistules obstétricales. Il marche pas. Ah, pardon. Nous nous sommes intéressés aux fistules obstétricales depuis 2007 et ça nous a permis d'évoluer vers la réflexion sur une structure de prise en charge de ces fistules au sein de l'organisation marseillaise. Et nous avons commencé à investiguer au Burkina Faso entre 2010 et 2018, où nous avons pu mettre en place une mission qui nous a permis de pratiquer pas mal d'interventions. Pour info, un petit rappel de ce que c'est qu'une fistule. Une fistule, c'est un fléau en Afrique. C'est une communication anormale entre la vessie et un organe creux périphérique. La fistule la plus fréquente étant la fistule vésico-vaginale. La fistule urogénitale est moins fréquente et elle intéresse tous les organes creux, le rectum, l'urtère, l'utérus par exemple. En Afrique, ce que l'on voit, ce sont des fistules obstétricales, quoique avec l'évolution de la prise en charge des grossesses par césarienne, apparaissent de plus en plus des fistules post-chirurgicales iatrogènes, qui sont également prises en charge lors de l'omission. Là, vous avez l'exemple d'une fistule vésico-vaginale à gauche et à droite, une fistule recto-vaginale qui est beaucoup plus rare dans le contexte dans lequel nous travaillons. Il y a en France, en Europe et dans le monde entier, dans les pays développés, des fistules, mais ce sont des fistules des pays à haut revenu qui sont des fistules iatrogènes, jamais post-obstétricales, en tous les cas, on n'en voit pas. Par contre, évidemment, dans les pays à faible revenu, le problème est différent. Vous avez là une diapositive qui montre, en fonction du revenu par habitant, la superposition de fistules. Vous voyez que c'est parfaitement superposable entre l'Afrique, l'Asie et le revenu, et la répartition mondiale des fistules et la répartition mondiale des revenus. Il y a donc une relation de cause à effet évidente. On ne sait pas exactement combien il y a de fistules actuellement actives. Le chiffre varie entre 650 000 et 3 millions, mais c'est un chiffre extrêmement important. Et l'incidence serait à peu près de 33 000 nouveaux cas par an en Afrique subsaharienne. Là, je viens de rentrer d'une mission d'observation en Tanzanie où nous avons eu le chirurgien qui s'occupe des fistules en Tanzanie, qui estimait à environ 6 000 l'apparition de nouveaux cas en Tanzanie, dont moins de la moitié sont traités. Alors, les fistules sont très mal prises en charge parce que ce n'est pas un enjeu vital, d'une part. Par ailleurs, c'est une chirurgie reconstructrice qui est très compliquée, qui demande une expertise chirurgicale importante, et peu de chirurgiens sont formés, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, sur ce traitement de ces fistules. Et localement, il est extrêmement difficile également d'avoir accès aux femmes fistuleuses par des contextes sociaux, et en particulier le vécu de la fistule qui est vécu comme une malédiction et qui, dans leur prise en charge, est extrêmement difficile. Les femmes se cachent et il faut aller les chercher.
Donc nous avons mis en place une structure à partir de 2010. Nous avons monté une association de quelques chirurgiens. Nous sommes, je crois, 4 qui sont formés à la fistule, avec des anesthésistes en nombre, des infirmières qui nous ont rejoints et des non-soignants qui sont des logisticiens qui nous permettent de monter des missions. Quand nous sommes allés au Burkina Faso, nous avons eu des contacts avec une radiologue universitaire à Ouagadougou, un jeune chirurgien urologue qui s'est spécialisé dans la fistule et que nous l'avons aidé pour cela, et un infirmier maïoticien. La première mission a eu lieu en 2010 avec l'objectif d'opérer en moyenne entre 10 et 15 patientes par session. On reste à peu près 10 jours sur place, avec toujours 2 ou 3 chirurgiens, dont un expert et des chirurgiens en formation, ce qui nous permet de pouvoir augmenter le pool progressivement. Nous amenons toujours avec nous 2 ou 3 infirmières, 2 anesthésistes qui nous permettent d'avoir un débit important et puis de pouvoir communiquer avec les soignants locaux pendant que nous on intervient, par exemple. Nous impliquons au maximum les gens sur place et en particulier le chirurgien burkinabé qui est devenu depuis professeur à Ouagadougou et qui peut former les élèves. Tout ça, évidemment, se finance et nous finançons cela essentiellement par des donateurs individuels, mais également des événements festifs. Et on a eu une subvention d'un organisme caritatif, excusez-moi, j'étais ailleurs, d'un organisme caritatif américain. Alors, entre 2010 et 2017, nous avons opéré donc 241 patientes, avec une moyenne de 2 sessions chirurgicales par an. Et là, il y a un principe extrêmement important. Lorsque la fistule obstétricale est simple, c'est-à-dire qui peut être accessible à pas mal de chirurgiens, on a un taux de succès de 89%. Lorsqu'elle est complexe, on passe à 56%. Il faut donc 2 conséquences. La première, c'est traiter parfaitement les fistules simples, parce que si elles sont bien traitées et qu'elles ne récidivent pas, on ne la transforme pas en fistule complexe, dont le résultat est beaucoup plus aléatoire. Lors de notre mission, nous avons aussi financé 3 infirmiers qui ont permis de se spécialiser un petit peu dans le traitement de la fistule. Nous avons aidé le chirurgien dont vous avez parlé, qui est devenu universitaire. Nous avons pu réaliser un film lors de notre mission à Boromo avec une journaliste marseillaise qui a été primée au Festival du film médical, qui s'appelle le film Les femmes fantômes, et donc je vous invite à voir le film qui est diffusé sur notre site dont je vais vous parler. Enfin, notre réalisation positive actuellement, c'est on s'est rapproché d'une structure canadienne qui s'appelle MMS Canada et nous avons créé MMS France. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que le Burkina Faso a été un échec sur le plan local, parce que nous avons eu des difficultés à obtenir une pérennité avec les autorités locales, donc ça a été assez compliqué. Sur place, difficile également d'avoir d'aide au développement avec les organisations sur place. Et puis nous avions comme projet une maison de l'espoir, qui était une structure annexée à l'hôpital où nous opérions, qui permettait d'accueillir les fistules en préopératoire, puis de les garder en post-opératoire avec une activité de famille et des amis. Donc la mission au Burkina Faso a évidemment été stoppée du fait des événements terroristes qui ont eu lieu, et nous avons été assez confrontés. Et nous avons créé cette nouvelle structure qui s'appelle MMS France, qui est la sœur de MMS Canada. Nous avons réalisé 3 missions au Rwanda et je viens de rentrer dans une mission en Tanzanie d'observation pour savoir ce que l'on pouvait faire sur place. En gros, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de pouvoir continuer à développer ces missions, et nous avons pas mal de contacts qui nous permettent d'envisager, par exemple, en Tanzanie, en moyenne 4 missions par an à venir en partenariat avec les Canadiens, sachant que la Tanzanie est très bien structurée parce qu'il y a un chirurgien local qui s'en occupe, et il a réussi à développer un circuit et un réseau qui permet d'aller chercher les femmes chez elles et de les ramener lors de ces missions dans les régions où on va se présenter. Évidemment,
nous avons besoin pour ça de financement parce que chaque mission coûte en moyenne entre 10 000 et 12 000 euros et pour cela, nous avons mené des actions pour récupérer cet argent, mais c'est difficile. Mais on ne désespère pas de pouvoir réaliser en moyenne 4 missions par an au minimum sur plusieurs années. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Très bien. Merci pour avoir respecté le temps. Néanmoins, on est un peu en retard sur le timing, mais on va quand même consacrer ce qui était prévu, c'est-à-dire 10 minutes pour les discussions. Alors, si vous voulez donc lever le bras. Donc, monsieur... Ah oui. Oui, j'invite donc tous les communicants à revenir vous asseoir ici. Non, vous êtes parce que je mets les... Voilà. Patrick, troisième. Ça va? C'est une rectification. Tiens. Ok. C'est vous, Aurélie là. Tu veux rester debout, toi? Oui, moi je peux rester debout. Alors, Sandrine va lui donner la place. Et il y a Hubert. Voilà, Sandrine, vous êtes là. Il y a suffisamment de micros. C'est Hubert. Il va se mettre à ma place. Voilà, Hubert. Voilà. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour aux présentateurs. Cependant, j'ai une clarification à apporter aux éléments déclarés par notre maître Balik. C'est pour vraiment lui témoigner de toute la reconnaissance du peuple malien envers le combat qu'il a eu à faire au fil des années. Il a oublié un élément capital, un élément dont j'ai été bénéficiaire. Il a mis en place un système qui continue de survivre après son départ. C'est le fait de contribuer à la médicalisation des structures de première ligne dont moi personnellement j'ai travaillé pendant 6 ans avant d'avoir la fonction publique. Donc le pays a une dette envers vous, tout comme Éric Pichard, tout comme Pierre Lamache, dont aujourd'hui d'autres districts essayent de copier ce qu'il a fait à Douanzan, dans une zone d'insécurité. Donc, c'est le moment de vous témoigner toute notre reconnaissance et de toute notre fierté de vous avoir rencontré sur nos chemins. Que tous les citoyens français ayant consenti des efforts pour l'équilibre du système de santé malien trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance et de notre profond amour. Je vous remercie. Donc, une question là à gauche. Oui, nous avons 10 minutes pour les questions avant la pause. Bonjour tout le monde. Je suis le docteur Pefora, épidémiologiste. Je voudrais toujours m'adresser au docteur Hubert Balik. Comme il a fait un plaidoyer, je pense que je vais aller dans le même sens que lui, de faire un plaidoyer. Mais mon plaidoyer, c'est un peu comme des questions. Pourquoi ne pas agir sur certains indicateurs? On sait tous que la mortalité, on a vu les chiffres, la mortalité maternelle est vraiment très présente et ça fait mal de perdre une maman qui vient de donner la vie. D'ailleurs, le slogan de l'OMS à une époque, c'était « aucun décès en donnant la vie ». Mais pourquoi ne pas agir sur certains indicateurs? Par exemple, j'étais au Tchad où ils ont agi sur les 3 R. Retard sur la décision d'aller consulter, retard sur la prise en charge et autres. Pourquoi ne pas agir sur ces indicateurs, par exemple? Rien n'est fait concrètement. Tout le temps, on fait des palabres, on fait tout ça, mais concrètement, rien n'est fait. Même les politiques sanitaires, c'est toujours des écrits, mais concrètement, rien n'est fait pour agir sur ces indicateurs pour réduire considérablement la mortalité maternelle. Et aussi, un fait, c'est que on forme et on recycle les personnels de santé sur l'utilisation du partogramme. Mais vraiment,
particulièrement au Cameroun, une maman peut arriver dans une unité à l'accouchement, mais vraiment en maternité autant pour moi. C'est à la dernière minute qu'on demande, mais pourquoi vous avez ouvert le partogramme? Elle dit, on savait que ça allait être un accouchement euthosique. Mais à un moment donné, il devient tard. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, quel acte elles ont posé sur cette dame. Agir sur l'utilisation du partogramme et les sonneux aussi. Recycler. Merci. Bien, Hubert. Très brièvement. Non, de toute façon, il s'agit bien d'agir sur les indicateurs. Ce que j'ai proposé, c'est vraiment de réduire les délais d'acheminement, etc. Donc c'est bien de ça dont j'ai parlé. Je parlais en 10 minutes d'un sujet qui pourrait prendre des heures. Quant au partogramme, c'est le problème de la qualité des soins. Ça s'inscrit dans une démarche générale d'amélioration de la qualité des soins qui fait appel au partogramme. On n'en dirait pas davantage. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour. Ma question, c'est une question et puis un constat que je souhaite vous partager, et en particulier suite à l'intervention de Monsieur Halimi. Donc moi je m'appelle Florence Delcher, je travaille pour la Fondation Pierre Fabre et dans le cadre de nos actions, on prend en charge les femmes victimes de violences sexuelles et basées sur le genre avec l'équipe du docteur Mukwege à Bangui en Centrafrique. Et donc dans ce cadre-là, on prend effectivement nous aussi en charge des femmes qui souffrent de fistules obstétricales. Et donc c'est vrai, c'est une exclusion sociale terrible pour ces femmes. Nous on les voit arriver à Bangui. Des fois, ça fait 4, 5, 10 ans, 20 ans qu'elles ont ce problème-là. Les maris et la communauté les a chassées parce qu'elles sentent très mauvais. Elles peuvent plus aller à l'église, etc. Donc, c'est vraiment des gens qu'on récupère dans une souffrance morale incroyable. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé la citation que vous avez indiquée. Le sourire de ces femmes, quand pour la première fois, elles peuvent uriner seules. Ce plaisir-là et l'émotion qu'elles nous partagent, voilà. Nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, on a essayé de mettre en place ce système de prise en charge des fistules au sein d'une structure hospitalière pour les prendre en charge au fur et à mesure et pas par système de campagne. Et c'est là que, du coup, je vous adresse ma question. On a beaucoup de cas, en fait, de fistules qui n'ont pas fonctionné après les campagnes de UNFPA, etc. Parce qu'il y a un gros problème de soins post-opératoires. Et comme c'était expliqué hier dans l'autre intervention qu'on a eue sur cette thématique, les campagnes, c'est bien, mais ça a ses limites parce que les gens sont là sur une période très courte. Et souvent, ce genre de pathologie nécessite un suivi quand même relativement moyen long terme. Donc ça, c'est ma première question. Comment vous faites, du coup, pour réussir à ce que peut-être les structures hospitalières avec lesquelles vous travaillez puissent accompagner ces patientes sur un long moment? Et le deuxième point qui n'a jamais été abordé dans aucune des présentations, ni celle de hier ni la vôtre, c'est l'importance d'impliquer les hommes en fait dans la prise en charge des fistules obstétricales, puisque ces femmes, une fois qu'elles ont retrouvé leur dignité, elles n'ont plus à uriner ou sans maîtrise. C'est souvent les maris, des fois, acceptent qu'elles reviennent dans le foyer familial et directement il y a des relations sexuelles qui sont faites et c'est reparti et ça redémarre et il y a une grossesse qui repart et on remassacre toute la construction qui a été faite. Et en fait nous c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté. Donc quand on prend en charge les femmes, on prend aussi en charge le mari, le couple et avec de nombreuses consultations de couple et bon, on n'a pas toujours les résultats escomptés parce que c'est compliqué aussi d'expliquer la nécessité de l'abstinence. Il va falloir... Mais voilà, ma question. C'est une question longue. Alors, la première question, du coup j'ai perdu le fil, la première question concernait la prise en charge en post-opératoire par exemple. Alors, comment ça se passe? Là, la Tanzanie, c'est très intéressant parce que c'est un peu ce que l'on recherche. Il y a sur place une association qui s'occupe des fistules obstétricales, qui est dirigée par un gynécologue qui est à Dar es Salaam, et qui fait en moyenne 4 à 5 missions annuelles dans les régions intéressées, là où ces fistules se trouvent. Et il a réussi à faire un maillage très important dans tous les villages, où il y a soit l'instituteur, soit tous les gens qui ont une certaine influence dans le village, qui vont aller chercher les fistules. Ceci permet d'envisager une mission sur place. Cette mission, comment elle se passe? Elle se passe avec
ce maillage qui fait que les femmes sont amenées dans la structure, elles sont consultées, opérées, mais ce n'est pas tout. Après, elles sont réintégrées, évidemment, dans leur village, elles sont acceptées et elles sont revues. Revues où? Par appel téléphonique, à 4 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Elles sont toutes suivies. Alors, évidemment, je n'ai pas les chiffres, etc., mais, parce que je rentre à peine, mais ça a l'air c'est ce qu'on cherche, en fait, à avoir. C'est la sélection des patientes qui ont vraiment des fistules et, secondairement, la prise en charge post-opératoire. Pour ce qui concerne le mari, oui, on peut l'impliquer, mais ça ne peut se faire qu'à l'échelon local. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, nous, c'est de venir opérer les fistules dans de bonnes conditions et de savoir comment elles sont suivies et comment on peut les revoir après. Et d'ailleurs, les missions que l'on réalise secondairement revoient généralement les patientes opérées. C'est ce qu'on faisait à Boromo, au Burkina Faso. Merci. Une dernière question, mais une question, s'il vous plaît. Brève, avec une réponse évidemment brève, car la pause est prévu dans 1 minute. Jean-Éric Pontiès, est-ce que vous ne pensez pas que la fistule est un marqueur de l'insuffisance des soins obstétricaux? Et ne serait-il pas plus pertinent, plutôt que de soigner des fistules, qu'il faudra toujours soigner? Je rends grâce au travail que vous faites, mais ne vaudrait-il mieux pas travailler en amont et s'occuper des vrais soins obstétricaux de qualité pour diminuer le risque fistuleux, puisque vous avez dit en plus vous-même qu'en Europe, on ne voit pas de fistule, très peu, c'est exceptionnel. Alors, pour répondre, c'est un problème politique de chaque État, et nous, on ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Ça, c'est à chaque pays de faire ce qu'il faut pour que les fistules diminuent. Mais ça, c'est un problème de santé publique. Nous, notre rôle, c'est de constater ce qui est et de faire ce que l'on peut avec ce qui existe. Je fais court. Merci pour ces questions. Voilà, donc merci au président, professeur Jean Delmont, de sa présidence à cette session numéro 5. Donc on a pris un peu de retard, mais on va le rattraper sur la session numéro 6. Vous avez 1 demi-heure pour visiter les stands, vous détendre et prendre une pause café. À tout de suite. Merci encore aux internautes qui nous suivent, encore nombreux, et à tout de suite. On reprend donc à 11h15. Merci.